Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à toutes et tous. Enfin, bonsoir, peut-être. Je suis très heureux de pouvoir co-organiser et d'accueillir surtout Justine Loiseau et Pierre Sauvêtre pour ce séminaire d'écologie politique sur les communs. Je vais faire une introduction très courte, juste puisque on va pouvoir ensuite écouter nos deux intervenants pendant à peu près 1 heure et demie avant d'avoir 1 heure de questions-réponses avec eux. La grande question en fait qu'on voulait se poser ce soir avec Justine et Pierre, c'était quand on parle de communs, concrètement de quoi parle-t-on? Puisque les communs sont à la fois utilisés par des chercheurs plutôt libéraux, comme par exemple Jean Tirole à Toulouse, mais aussi comme par des intellectuels anarchistes comme Murray Bookchin. Donc du coup, dans cette séance, on va essayer de définir la notion de commun avant d'explorer des exemples assez concrets et emblématiques d'expérience des communs. Euh, donc pour en parler ce soir, nous avons d'abord Justine Loiseau, qui est postdoctorante en sciences de gestion, en théorie des organisations à l'université Aalto de Helsinki en Finlande. Et ses recherches portent sur les enjeux de soutenabilité, elle mobilise des approches féministes et s'intéresse aux formes d'organisation dites alternatives au commun, ainsi qu'aux relations entre humains et non-humains. Nous avons aussi Pierre Sauvêtre, qui est maître de conférences en sociologie à l'université Paris-Nanterre. Et Pierre travaille au croisement de la philosophie et de l'histoire sociale des idées politiques. Il est l'auteur des livres Le choix de la guerre civile, une autre histoire du néolibéralisme avec Pierre Dardot, Augue Guéguin et Christian Laval, de Foucault, aux éditions Ellipse en 2017, Murray Bookchin ou l'objectif communocène, écologie sociale et libération planétaire, ou encore de l'article commun dans le livre collectif Monde post-capitaliste qui vient sortir et qui est co-dirigé par Jérôme Bachet et Laurent Jean-Pierre. Pour cette séance, donc, elle va se diviser en 3 temps. Un premier temps où Justine Loiseau nous parlera des communs comme concept traversant les sphères académiques et les mouvements sociaux, et où Pierre Sauvêtre évoquera la politisation des communs à travers notamment le communalisme. Puis un second temps où on abordera donc des questions, des exemples plus concrets sur la question des communs. Justine Loiseau nous parlera de l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où elle a étudié la manière dont les habitants cherchent à maintenir et à faire vivre des communs au quotidien, en observant très concrètement la mise en œuvre de logiques de communs dans l'organisation collective, aussi bien dans les relations entre humains que dans les relations avec les autres vivants non humains, et en particulier autour des forêts et des haies. Et puis Pierre abordera le communalisme en pratique à travers divers exemples historiques. Et puis enfin, dans un troisième temps, comme je vous le disais, nous aurons une partie questions-réponses avec les membres du public. Et bien maintenant, la parole est à vous, Justine. Euh, Merci Jean-Philippe. Merci aux Atécopoles pour l'invitation. Je reste impressionnée par la dynamique des Atécopoles ici à Toulouse. Et donc, avant de commencer, je voulais donner peut-être quelques mots de cadrage, rien que sur ma discipline. Puisque ça peut être curieux, je suis en sciences de gestion et du management, c'est l'appellation officielle, et plus précisément en théorie des organisations. Du coup, on pourrait se demander, est-ce que je vais vous parler de management ou d'organisation? Et est-ce que c'est la même chose? Voilà, je pourrais développer si vous me posez la question plus tard, mais pour l'instant, ce que je vous propose de faire, c'est plutôt de mettre un peu de côté l'imaginaire qu'on a autour du mot management, qui est plutôt lié à l'entreprise, aux hiérarchies, aux objectifs de performance, et plutôt à la place à vous concentrer sur ce qui vous vient quand vous vous dites le verbe s'organiser. Comment on s'organise? Comment est-ce qu'on décide ensemble? Comment est-ce qu'on se répartit les tâches? Comment est-ce qu'on compte? Comment est-ce qu'on se distribue les choses? Et surtout, comment est-ce qu'on reprend la main sur la manière dont on s'organise collectivement? Et donc, c'est ça, au fond, les questions qui, moi, m'intéressent. Et donc, en particulier, moi, je me suis intéressée à la question des communs. Et donc, quand on parle des communs, bah, comme a dit Jean-Philippe, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Puisqu'on parle en plus, il y a plusieurs mots. Il y a les communs, il y a le bien commun, les biens communs, il y a la commune. Tout ça a l'air de se ressembler, ça a l'air quand même d'être les mêmes racines étymologiques, mais évidemment, il y a des différences et je laisse le terme de commune à Pierre. Mais je vais essayer de faire un peu, de voir comment est-ce qu'on peut tirer ça au clair. Donc d'abord, il y a l'expression de bien commun. Alors au singulier, le bien commun, souvent en fait, c'est en opposition au mal. Donc il y a donc là, c'est dans le sens en fait d'intérêt général qu'on l'utilise, c'est-à-dire contribuer au bien commun.
Et donc ça, c'est dans le sens que, par exemple, dans ce sens que l'utilise Jean Tirole ou bien Sterrin, donc c'est dans ce sens-là. Euh, mais donc ça, c'est pas du tout ça, c'est pas tout à fait ça. Déjà, la notion de commun, elle a plus à voir avec la notion de bien commun, mais en fait, bien par opposition à service. Donc là, on voit, c'est plutôt une expression économique, donc il y a les biens et les services, et les biens communs, c'est un certain type de biens. Mais dans ce sens-là, vous avez sûrement entendu parler, quand je demande aux étudiants, aux étudiantes, c'est quoi l'expression qui vous vient quand je vous parle de commun, c'est la tragédie des communs. Donc, bah, forcément, devoir passer par là. Alors, c'est quoi la tragédie des communs? Donc, c'est l'idée selon laquelle les communs, ça fonctionne pas. C'est une très mauvaise idée. Donc, de toute façon, pourquoi faire un colloque, pourquoi faire un fémécole sur la question, puisque ça ne marche pas? Donc, c'est Garrett Hardin qui l'a formulé. Alors, lui, c'est qui? Alors, c'est un biologiste états-unien qui a écrit un texte, donc ce texte-là, The Tragedy of the Commons, qui est devenu une référence. Il l'a écrit dans les années 60 et il l'a publié dans la grande revue Science. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit exercice de pensée. En fait, il imagine une situation où il y a des éleveurs qui ont accès à une même prairie et, selon lui, ils vont naturellement la surexploiter. Pourquoi? Parce que chacun cherche à maximiser son seul intérêt personnel. Et comme, d'après Hardin, les humains sont fondamentalement compétitifs, égoïstes et incapables de coopérer ou même de communiquer, alors que peut-être ils vivent dans le même village, eh ben, il n'y a pas d'issue. Donc la conclusion de son histoire, c'est qu'il faut nécessairement la propriété privée, qu'elle soit individuelle ou publique. Donc ça veut dire qu'il faut un propriétaire unique. Sinon, la ressource, ça va jamais marcher, elle va être surexploitée. Et donc, il n'y a pas d'alternative. Cette thèse-là, cette histoire-là, c'est devenu l'une des plus connues en sciences sociales. Et c'est une évidence. Et ce qui est intéressant, c'est elle est plutôt tenue pour acquis et elle a fait peu d'investigations critiques, à l'exception notable de l'historien Fabien Locher qui a publié un article en 2013 justement sur Hardin. Et en lisant son article et en relisant le texte original, chose que peu de personnes font, on voit rapidement apparaître de nombreux problèmes. Alors, c'est un exercice de pensée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve empirique. Il n'est pas allé faire des expériences, il n'est pas allé faire du terrain. Et puis, on tombe sur des phrases comme la liberté d'engendrer est intolérable et causera la ruine de tous, ou encore l'idée, je cite, qu'il faudrait nier la validité de la Déclaration universelle des droits de l'homme parce que vaut mieux l'injustice que la ruine totale. Alors, pourquoi est-ce qu'il écrit ça? C'est quoi le lien avec les moutons et les éleveurs? En fait, dans son histoire, les pâturages, c'est une métaphore de la surpopulation. Parce qu'en fait, Hardin, il est néo-malthusien. C'est-à-dire qu'il pense que la catastrophe, dans les années 60, on ne parle pas vraiment de la catastrophe du climat, on pense qu'une certaine frange des intellectuels états-uniens pense que la catastrophe viendra de la surpopulation. Et lui, en plus, il pense que c'est pas seulement un problème de quantité, c'est aussi un problème de qualité. Il est également eugéniste. Parce qu'il est très investi dans la fédération, the Federation for American Immigration Reform, FAIR, et il milite pour la fermeture des frontières en dénonçant bien sûr les effets sociaux, culturels et environnementaux des flux migratoires. Bref, il tient des positions ouvertement racistes et sexistes, puisqu'il parle également de reproduction, sans jamais parler des femmes, puisqu'elles ne seraient pas concernées. Enfin, vous voyez le genre qui ferait un très bon chroniqueur sur CNews aujourd'hui. Et donc, premier enseignement, on peut peut-être douter du caractère nécessairement tragédie. On peut se dire que peut-être on peut se poser la question, on peut faire un essai. Mais comme cette idée, elle est profondément installée, on a dû attendre un prix Nobel pour que peut-être on a pu gratter. Et ce prix Nobel, c'est celui d'Elinor Ostrom, qui a reçu le prix dit Nobel d'économie en 2009 sur ses travaux. En anglais, c'est Common Pool Resources. En français, on les a traduits par commun ou bien commun. Donc aussi, une large histoire des communs, il y a des enjeux de traduction. Et donc, une autre traduction qui a été proposée plus récemment pour traduire Common Pool Resources, c'est réservoir de ressources communes. Et donc, contrairement à Hardin, déjà, elle travaille de manière un peu plus rigoureuse, elle fait des expériences en laboratoire, des enquêtes de terrain, il y a du travail collectif avec une équipe de recherche, des modélisations. Donc, déjà, on est plus sur quelque chose qui est proche de la science. Et donc, selon elle, un Common Pool Resources peut être gouverné selon plusieurs logiques.
peut y avoir une gestion, par exemple, d'une pêcherie, on peut la privatiser avec un propriétaire gestionnaire. Mais aussi, ce qu'elle montre, c'est que c'est pas la seule manière de faire. Il y a des ressources des biens communs qui peuvent être gérés en commun. C'est-à-dire, selon elle, que la ressource est gouvernée selon des règles autodéterminées par une communauté, en dehors des logiques pures du marché et de l'État. On retient souvent d'Ostrom l'idée qu'un commun, c'est un triptyque. Une ressource, une communauté, des règles. Donc, par exemple, l'expression l'eau est un commun, selon elle, ça ne marche pas, puisque là, vous avez que la ressource. Pour qu'il y ait un commun, il faut aussi une communauté et aussi des règles. Donc, point, là, je vous ai parlé des deux plus connus, Hardin et Ostrom. Mais ce n'est pas les seuls qui ont proposé des théories des communs. Il y en a plein, en fait, des théories des communs avec plein de prismes politiques. Et il y a des théories, comme on dit, plus ou moins critiques des communs. Il y a des théories anarchistes, marxistes autonomistes, féministes. Par exemple, Silvia Federici est assez connue pour sa théorie des communs, et dans différentes disciplines. En fait, on peut parler d'études sur les communs ou de common studies. Et en France, il y a particulièrement les approches de Dardouet-Laval, dont Pierre est proche, et qui propose encore une autre théorie des communs, et je laisserai Pierre développer là-dessus. Et point aussi sur le vocabulaire, c'est souvent les marxistes qui ont beaucoup utilisé le terme de commun et de commons dans le sens de commons dans le sens de communaux, c'est-à-dire des espaces en partage par les paysans. Aujourd'hui, il faut faire attention, puisque communaux, ça peut désigner des terres qui appartiennent à une commune au sens administratif. C'est pas ça. C'est des espaces dont l'usage est partagé et régulé par les paysans. Et donc, dans les approches marxistes, on les appelle on utilise ce terme-là de commun, son sens communaux, en lien avec le mouvement des enclosures au Moyen Âge, comme le mouvement de privatisation des communaux. Ce mouvement est concomitant à celui de la chasse aux sorcières, avec un accaparement et un contrôle du corps des femmes. Et pourquoi marxiste? Parce qu'en fait, le mouvement des enclosures est analysé comme un mouvement d'accumulation primitive du capital. Et donc là, voici, c'était un petit tour du concept de commun, déjà pour ranger un peu les choses dans leur case. Mais il y a aussi une caractéristique importante du concept de commun, c'est qu'il articule théorie et pratique. C'est pas seulement quelque chose qui a été inventé par des intellectuels dans des fauteuils, c'est aussi un concept qui est beaucoup mobilisé par des mouvements sociaux et différents mouvements sociaux qui n'ont pas les mêmes orientations idéologiques ou politiques. Mais de manière générale, en gros, ces mouvements partagent une critique de l'hégémonie des logiques de propriété privée, qu'elles soient organisées par le marché ou par l'État. Et souvent, ces mouvements sociaux défendent l'idée que les personnes sont capables de s'auto-organiser plutôt que d'être uniquement gouvernées par des forces extérieures. Et donc, maintenant que je vous ai dit tout ça, reste quand même l'idée que, en tout cas, dans la sphère anglo-saxonne et même aussi dans la sphère francophone, les théories d'Ostrom sont quand même celles qui dominent puisqu'elle est bien légitimée par son prix Nobel. Et c'est quand même l'une des grandes figures. Elle est très reconnue, mais elle est aussi traversée par pas mal d'ambiguïtés. Et en fonction de son orientation dans la manière dont on comprend la théorie des communs, on ne va pas lire ces théories de la même manière. En France, par exemple, l'une des personnes qui défend le plus son héritage, c'est l'économiste Benjamin Coria. À l'inverse, d'autres auteurs comme Pierre Dardot et Christian Laval, ils en proposent une lecture beaucoup plus critique et développent une vision différente des communs. Et l'historien Fabien Locher, toujours lui, il a développé une analyse historique de sa trajectoire intellectuelle dans un article de 2018 sur lequel aussi je me base ici. Et en gros, moi, dans ma thèse, dans mes travaux, la question que je pose aux travaux d'Ostrom, c'est est-ce que dans la manière dont elle conceptualise les communs, est-ce qu'on peut y lire le fait que c'est une organisation une forme d'organisation alternative, et est-ce que aussi elle est aussi alternative dans la manière de comprendre les enjeux écologiques, du moins. Donc au lieu de vous resituer un argument construit, je vous propose plutôt de lister quelques points qui me semblent intéressants de souligner là-dessus. Donc d'abord, les apports d'Ostrom. La première chose, c'est qu'en fait, sur le plan écologique, son approche, elle permet de penser ensemble les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Dans le même cadre théorique, vous avez à la fois une attention aux caractéristiques biophysiques des ressources, par exemple une pêcherie, un système d'irrigation,
et une analyse des dynamiques sociales de la communauté qui la gère. Et ça, c'est une tentative assez rare quand même de tenir ensemble les deux dimensions. Et en ça, elle est très intéressante. Ensuite, sur la question de l'alternative politique, elle est aussi très intéressante parce que c'est quand même un symbole fort qu'elle ait eu un prix Nobel, et pas à n'importe quel moment, juste au moment de la crise économique en 2008, on s'est dit, ah, peut-être que si on continue là tout droit, ça va pas marcher. Et donc, on a reconnu quand même les travaux de quelqu'un qui disait que tout le fait qu'on s'organise que selon le marché, c'est pas forcément, y a pas que ça qui existe. Et en particulier, elle démontre frontalement les thèses de Garrett Hardin au moins à 3 niveaux. D'abord, elle montre qu'il existe, partout dans le monde, des formes d'organisation durables qui ne relèvent ni du pur marché ni de l'État. Et elle montre que les communs ne sont pas condamnés à la tragédie, ils peuvent être en tout cas les Common Pool Resources peuvent être gouvernés par une communauté selon des règles qu'elle définit elle-même. Elle montre aussi que les individus sont capables de coopérer, contrairement à l'image que nous envoie l'économie la plus orthodoxe, qu'on est forcément des individus isolés et égoïstes. Elinor Ostrom, elle montre que des personnes en fait communiquent, élaborent des règles et construisent des formes originales de gouvernance collective. Et aussi, elle rappelle que propriété partagée, c'est pas la même chose que absence de propriété. Et ça, c'est quelque chose que Hardin fait. Euh, en fait, quand Hardin parle de commun, pour lui, ça veut dire qu'il n'y a pas de propriété. Et elle a dit non, 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 s'il n'y a pas de il existe d'autres formes de propriété que celle de la propriété privée. Et enfin, aussi, elle est intéressante sur la question du rapport, en tout cas, ce que j'appelle les praticiens, ou les personnes qui s'organisent, sur la manière dont ces théories peuvent servir l'émancipation. En fait, Ostrom, elle est intéressante parce qu'elle a fourni un cadre très concret et assez opérationnel. Je suis également dans une association qui s'appelle la COP des communs, qui est plutôt avec des personnes qui pensent les communs depuis, on va dire, le milieu de l'économie sociale et solidaire. Et en tout cas, c'est 8 principes de conception, c'est 8 menaces sur les communs. C'est quelque chose qui parle aux gens, aux personnes qui cherchent à s'organiser. Aussi, sa proposition de penser la propriété en termes de faisceau de droit, c'est quelque chose qui parle aux personnes notamment du numérique libre et de l'Internet libre. Mais une fois dit tout ça, il y a aussi des limites à son approche. Par exemple, sur la question de l'alternative politique, son cadre théorique ne se positionne jamais très clairement en rupture avec le cadre néoclassique. Elle utilise la théorie des jeux, elle considère tout de même que les individus cherchent à maximiser leur intérêt. Et elle aborde très peu finalement la question des relations de pouvoir alors qu'elle pose en fait des questions de gouvernance. Aussi, le fait qu'elle soit une femme, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est féministe. La question du genre et des inégalités de pouvoir fondées sur le genre, la race ou la classe n'apparaissent pas dans ses travaux. Et elle évite aussi d'utiliser le terme capitalisme. Vous ne le trouverez pas dans les travaux d'Ostrom. Autre limite aussi, qu'on voit concernant l'alternative politique, c'est que le but d'Ostrom, en fait, elle est politicienne, elle est politiste à la base, pas économiste. Et donc le but, c'est que son modèle soit utilisé dans des politiques publiques et internationales de développement. Elle a reçu des financements de, on en a entendu parler récemment, de l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. Donc, Trump dit que c'est des affreux gauchistes, mais ils ont quand même porté un agenda néolibéral fort dans les années 80 et 90. Et là, c'est Pierre Sauvêtre qui, par exemple, avait écrit un article là-dessus. Et là, je te cite, tu dis « Il est moins question de reconnaître les formes d'organisation de communautés locales que de cultiver la responsabilisation des individus et de les acculturer à la rationalité néolibérale. » Bon, voilà. Et maintenant, donc ça c'est sur les enjeux politiques, et sur la question écologique. En gros, la question, c'est est-ce qu'elle pense de manière satisfaisante les relations entre le social et l'environnement, puisque j'ai dit que c'est intéressant à penser les deux. D'abord, une chose qu'on peut dire, c'est qu'Ostrom, elle a une vision très centrée sur l'allocation des ressources. En fait, typiquement, dans l'exemple d'une pêcherie, elle va s'intéresser aux règles de prélèvement. Combien de poissons est-ce qu'on peut prendre Qui peut pêcher À quel moment Mais en réalité, ça suffit pas comme question, parce qu'avant de parler d'allocation, il faut se mettre d'accord sur la manière de produire. En gros, quel bateau on a le droit d'utiliser? C'est quoi la taille limite des bateaux? C'est quoi les types de pêche, de filets qu'on a le droit d'utiliser, les techniques de pêche? Et là, ça touche à des enjeux de production. Et aussi,
eh ben, se pose la question des usages. Est-ce qu'on a le droit, si on pêche les poissons, de les revendre? Est-ce qu'on a le droit de les transformer? Est-ce qu'on a le droit de les exporter? Est-ce qu'il faut les consommer localement? Ça, c'est des enjeux d'usage. Or, chez Ostrom, en fait, il n'y a pas d'articulation entre la question de l'allocation, de la production et de l'usage. En fait, il manque, enfin, il n'y a pas d'approche processuelle, de ce qu'on appelle en anglais le commoning, ou qu'on peut traduire en français par s'organiser en commun, ou de faire du commun. Et deuxième limite, si, et là j'imagine que je parle à un public qui en a entendu parler, mais si on s'est un peu intéressé au débat en écologie politique, bah, on sait que la différence, la distinction entre nature et culture, elle peut être questionnée. Et ce qui saute aux yeux tout de suite quand on regarde quand même les travaux d'Ostrom, c'est qu'elle distingue les, les communs naturels des communs artificiels. En gros, il y a d'un côté les pêcheries, ça c'est naturel, mais les livres, ça c'est artificiel. Mais bon, quand même, est-ce qu'une pêcherie, c'est naturel? Est-ce que c'est le résultat que de processus naturels? Bah, certes, il y a les espèces de poissons qui sont le résultat de la sélection naturelle. Bon, enfin bon, quand même, le fait qu'on les ait pêchés depuis un certain nombre d'années, ça sélectionne quand même aussi. Le fait qu'on utilise des sonars, le fait qu'on pollue l'eau, le fait qu'il y a le changement climatique, bah ça, tout ça aussi, ça vient profondément changer la ressource. Et donc, bah, l'état de la pêcherie, la ressource, elle est autant le produit de processus sociaux que naturels. Du coup, la typologie, la manière dont Innerostro pense ses ressources, eh ben, elle est aveugle des processus sociaux. Et puis, on a aussi chez elle une vision assez dualiste en fait. Il y a d'un côté la communauté humaine et puis de l'autre la ressource non humaine. Il y a le pêcheur et le poisson, si je continue avec mon exemple de pêcherie. Et dans ce schéma, seulement les humains sont véritablement agents de l'action collective. Les ressources, elles sont des objets passifs. Mais, je continue sur les poissons, mais parfois les poissons, bah, ils se montrent pas. Si vous avez déjà fait la pêche, il y a des jours, si les poissons ils ont décidé qu'ils sortaient pas, bah, vous en aurez pas. Ils se déplacent, ils changent de comportement, ils obligent les pêcheurs à s'adapter. Et ça, c'est quelque chose que Patrick Bresnian il montre très bien dans son ouvrage sur les pêcheries irlandaises. Autrement dit, on peut dire que la ressource, elle a une capacité d'agir. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît pas chez elle. Et aussi, dernier point, il faut rappeler que les travaux d'Ostrom ils portent en particulier sur des communautés non occidentales. Et là, si je continue sur la question nature-culture, bah, ils ont sans doute pas notre rapport moderne à la nature. Et donc, en projetant sur ces peuples la catégorie de ressources à gérer, bah, en fait, on risque de plaquer un rapport occidental au monde sur des collectifs qui ne le pensent pas du tout de cette manière-là. Et donc, bah, ça ressemble très fort à ce qu'on peut appeler de la violence épistémique, c'est-à-dire imposer notre manière de découper le monde, humain d'un côté, les ressources de l'autre, à des sociétés qui n'emploieraient peut-être jamais ce vocabulaire. Donc ça, c'était pour vous donner un peu un aperçu d'Ostrom, mais pour conclure, je dirais que son héritage est assez ambigu.